Salam alaikum ya Ahl Salem, Shisha Samir Maakoum, bienvenue sur Canal Liberté, Qanat Al-Hurriya. Je suis encore comme l'émission précédente avec Monsieur Hassan Bouguera via Skype. Monsieur Bouguera, tu m'entends? Oui, bonsoir. Merci de me recevoir à nouveau. Marhaba bik, bienvenue. C'est Euh, vrai. ouais, en fait, on avait promis aux auditeurs qu'on allait continuer sur un deuxième sujet ensemble. En fait, le sujet des discriminations en France. Le cas personnel, le tien, en fait, ton cas personnel. Tu vas essayer de nous raconter un petit peu une histoire que moi je trouve un petit peu bizarre en France en fait parce que je pense que des limites insupportables ont été dépassées. Mais on va essayer de te donner le micro pour nous l'expliquer. Je voulais juste rappeler à nos auditeurs que d'abord ils peuvent retrouver nos émissions sur le site elhuria.com et qu'ils peuvent aussi entrer en contact avec Monsieur Bouguera directement via son blog ou sa page Facebook. Il suffit de chercher ça sur Google ou de voir les liens qui vont être joints à cette émission. Ils peuvent donc prendre contact avec lui. Je voulais rappeler aussi aux auditeurs que Monsieur Bouguera est psychologue à la base. Il est psychologue et conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. Il a fait des études qu'il a commencé en Algérie à l'université d'Alger, complétées à la Sorbonne par une maîtrise de psychologie et au CNAM par un DESS en psychologie du travail, pour reprendre ce que nous a expliqué un petit peu Monsieur Bouguera l'autre fois. Donc, Monsieur Bouguera, tu me disais quand on préparait l'émission qu'il t'est arrivé quand même une situation qui, de ton point de vue ou selon comment tu la racontes, elle est inacceptable. C'est une situation de discrimination. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé, comment les choses ont démarré, et on va essayer de détailler au fur et à mesure pendant l'émission. Très bien. Très bien. Donc, Samir vient de vous rappeler un tout petit peu mon parcours universitaire, mon parcours aussi professionnel. Je rajouterai par rapport à ce volet professionnel que pendant plus de 20 ans, j'exerçais en qualité de directeur d'un organisme que j'avais créé qui s'appelle ADC, l'Association pour le développement des compétences, que j'ai créé, mais dont le financement a été fait aussi avec quelqu'un d'autre. Un de mes anciens collègues a participé aussi financièrement à la création de cet organisme de formation installé à l'origine dans un village lotois qui s'appelle Saint-Céré. Alors, pendant plus de 20 ans, je travaillais pour le compte de l'État et du Conseil régional sur des programmes d'insertion sociale et professionnelle, c'est-à-dire que tout ce qui menait à la reprise d'une activité et également sur des activités de formation liées à l'acquisition de qualifications susceptibles de conduire la personne vers l'emploi. À ce titre, au titre des actions de qualification, j'ai mis en place des actions particulièrement importantes qui étaient reconnues dans la France entière. On venait fréquenter mon établissement de la France entière, pratiquement de tous les coins de France. On venait dans ce petit village pour suivre les actions de formation que je proposais. Mais ce que je proposais, moi j'avais fait le choix de proposer des validations non seulement reconnues, mais des validations prestigieuses. Je proposais notamment les diplômes de l'université de Cambridge. On venait pour ça de partout. Alors comme c'est en même temps gratuit et rémunéré, on s'imagine bien que toute la région Midi-Pyrénées essayait de venir. Malheureusement, les places étaient chaque année, chaque semestre limitées, donc on limitait un peu le nombre de personnes qui accédaient, mais sinon, il y avait de la demande de partout. J'ai mis en place aussi un centre délocalisé du Conservatoire national des arts et métiers. Et je me souviens encore que les Parisiens, notamment quand ils arrivaient chez nous de passage, par exemple pour leurs vacances, puisque nous, on est un département assez touristique,
les gens étaient étonnés de voir l'université de Cambridge, le Conservatoire national des arts et métiers, et surtout le diplôme dont on avait parlé dans notre précédente émission, le diplôme d'accès aux études universitaires, l'équivalent du baccalauréat, qui permet aussi d'ouvrir beaucoup de portes en termes d'emploi. Donc, pour revenir un peu à cet organisme de formation, c'est moi qui avais été à l'initiative de cet organisme. Nous étions deux à le financer et notre organisme fonctionnait très très bien, ça marchait très bien. J'offrais parfois les moments où il y avait le maximum d'activité, on était jusqu'à 15 personnes à travailler au sein de cet organisme, donc qui me permettait, qui permettait aussi à mes collègues et collaborateurs d'en vivre aussi. Donc un organisme qui marchait plutôt bien. Et puis voilà, un jour, quelqu'un qui se disait mon ami a voulu devenir le président de la structure. Et j'ai fait de lui, ça a été bien entendu mon erreur, j'ai fait de lui le président de la structure et j'étais loin de m'imaginer que son seul objectif, c'était en fait de s'accaparer l'organisme de formation que j'avais créé. Et c'est à partir de là que tes problèmes qui par la suite ont débouché sur un cas de discrimination. Mais c'est à partir de là qu'ont commencé tes problèmes, c'est ça? Tu as eu donc un litige avec un collègue qui s'est débarrassé de toi, c'est-à-dire qui t'a licencié. Qu'est-ce qui s'est passé en fait à partir de là? Oui, alors non, mais peut-être avant d'arriver là. C'est-à-dire, en fait, il y a eu la conjugaison, la rencontre de deux événements. D'une part, celui dont j'avais fait le président de la structure, lui, il voulait absolument, parce qu'il n'a aucun niveau. Hein, il n'a aucun niveau, et pour lui, devenir le président d'ADC, c'était quelque chose. C'est comme si pour moi, demain, on me bombardait président de la République. Donc, c'était ça pour lui. Donc, il était prêt à ne reculer devant rien. Mais il y avait au préalable, c'est-à-dire que c'est là où les amitiés entre les petits racistes s'expriment dans une solidarité totale. Et donc, à l'origine, moi j'ai été discriminé d'abord, c'est-à-dire en dehors de mon emploi, j'ai été discriminé par une structure locale qui ne voulait pas me confier. C'est une structure qui finance les actions de formation et qui voulait quand même m'éliminer. Donc elle cherchait tout le temps des raisons de m'éliminer, malgré le fait que ce que je proposais, par exemple ce que je proposais dans le Lot, ne se faisait pratiquement pas ailleurs. Les structures qui proposaient, comme moi, des diplômes de Cambridge gratuits et rémunérés, on était peut-être en France, on était peut-être 2 ou 3, il n'y avait pas plus que ça. Le CNAM dans un petit village comme ça n'existait pas. Le DAU, on en a parlé précédemment, on en a parlé longuement. Le DAU aussi, dans un département comme le Lot, c'est une exception. Et donc, ce monsieur qui se disait mon ami, que j'avais fait de lui le président, il a pris position contre moi, aux côtés de la structure qui me discriminait. Et en fait, c'est-à-dire que lui, il a saisi cette occasion de discrimination pour me mettre à la rue et prendre en main l'organisme de formation, parce qu'il n'en est pas capable. D'ailleurs, pour revenir un peu, pourquoi aujourd'hui je remets en place le DAU avec une autre structure qui s'appelle Euromed? Parce que le DAU, malheureusement, depuis mon départ, ne se fait plus sur les départements du Lot et de l'Aveyron. Et ailleurs aussi. C'est pour cela qu'avec Euromed, nous allons proposer le DAU un peu partout.
Très bien, mais j'ai pas compris à quel moment, c'est-à-dire, je saisis le fait que effectivement, il y a déjà à la base une sorte de discrimination, c'est-à-dire que peut-être que on le voit un peu trop souvent en fait, où une personne à cause de ses origines, on décide qu'il n'est pas comme nous et il n'a pas à avoir accès à un truc auquel tout le monde a accès. Je comprends, des fois on le voit, des fois on le voit même dans les transports et des choses comme ça. Pourquoi pas? Mais j'ai pas compris à quel moment il s'agissait de te licencier, c'est-à-dire que comment Oui. toi qui Alors, qui avait une place dans cette association, tu t'es retrouvé à te faire licencier, y compris de cette manière un peu oui. gênante. Alors, ce qu'il faut dire que d'une part, bon, les situations de racisme comme la mienne, il y en a pas des masses. Il y en a quelques-unes. Exactement. Je veux dire que celles qui ressemblent à la mienne, il y en a pas beaucoup. Et pourquoi il a fait ça, mais en compagnie de trois de ses complices, parce qu'en fait ils étaient quatre, avec trois de ses complices, parce que moi j'ai porté l'affaire de la discrimination contre moi auprès de la HALD. La HALD, c'est la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui aujourd'hui n'existe pas. Elle a été remplacée par le défenseur des droits, mais je vais revenir là-dessus. La HALD aussi, on dit elle est contre les discriminations, mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas connu, si vous n'êtes pas soutenu, la HALD ne fera rien pour vous, même si vous apportez toutes les preuves que vous êtes victime de discrimination. Alors, et le président de l'association, en fait, au départ, il voulait que je retire ma plainte auprès de la HALD. Et moi, j'ai refusé. J'ai refusé de retirer ma plainte. Alors, si bien que ils ont agi de leur côté pour que la HALD me dise non, il n'y a pas de discrimination, alors que c'est clairement établi, il y a discrimination. Et lui, profitant de ça, me dit, j'ai outrepassé mes droits et je vous licencie. Or, étant donné que le motif de départ étant la discrimination, la loi est claire, mon licenciement n'aurait jamais dû avoir lieu. Et c'est en principe les prud'hommes qui doivent statuer sur cette question, non, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais on va arriver au prud'homme. Mais avant d'arriver au prud'homme. Alors, il se trouve que ce président et ses trois complices étaient dans l'illégalité totale. Ils n'avaient pas de conseil d'administration, et donc c'est largement suffisant pour, on va dire, me donner entièrement raison. Ils ne tenaient pas en compte le registre, ce que la loi appelle le registre des associations, l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, la tenue du registre des associations, qui est une obligation et qui ne le tenait pas. Je n'ai compris que tardivement, malgré mes rappels, parce que je n'ai pas cessé de lui rappeler la nécessité de se mettre en conformité avec nos statuts par rapport au conseil d'administration et également par rapport à la tenue du registre des associations qui comprend entre autres les procès de délibération, les renouvellements des membres, etc. etc. C'est une faute pénale. Et quand il m'a annoncé, un jour il m'a annoncé, mais il m'a dit, je vous licencie ou je te licencie, ça n'a pas d'importance, il me licencie. Je lui ai dit, vous êtes dans l'illégalité, vous ne pouvez pas faire ça, je vais immédiatement saisir les autorités. Et j'ai saisi les autorités, j'ai immédiatement saisi le préfet, j'ai saisi le procureur de la République. Et malgré le fait qu'il soit hors la loi, je le répète, c'est un hors la loi. Et j'ai été licencié par un hors-la-loi et ses complices sont des hors-la-loi. Et le procureur de la République a rejeté ma requête, il a classé le dossier sans suite. C'était une requête qui allait dans quel sens en fait devant le procureur? Devant le procureur, je lui demandais tous
les avocats disent, mais il n'y avait que ça par rapport à la loi du 1er juillet. La loi du 1er juillet 1901, quand on parle des associations, on évoque tout le temps la loi de 1901, on dit association loi 1901. La loi 1901 dit que les autorités administratives et judiciaires doivent intervenir à l'occasion de chaque conflit et à la demande d'une partie prenante. Comme j'étais membre fondateur et membre du conseil d'administration, tenez-vous bien, membre du conseil d'administration, les autorités administratives, c'est-à-dire le préfet et judiciaire, le procureur de la République, auraient dû m'entendre. Et moi, ce que je demandais au procureur de la République, puisque c'était à lui, je lui demandais d'organiser de nouvelles élections. Tout simplement. Puisque, de toutes les façons, l'association était dans l'illégalité de ce président. Un président hors la loi. Et quand je le dis aujourd'hui, je le dirai demain, j'ai été licencié par un hors la loi. Voilà. En principe... Donc, il m'a licencié. Oui. Pardon, excuse-moi. Ouais. En principe, donc ça c'est la partie où tu t'es adressé déjà au départ aux autorités comme le procureur ou le préfet, parce que il s'agit du fonctionnement d'une association. Par ailleurs, s'agissant du licenciement, tu disais donc que tu pouvais le contester devant les prud'hommes, donc tu as fait le nécessaire, c'est ça? Oui, mais avant d'arriver là, mais c'est-à-dire que je n'aurais jamais dû être licencié. Est-ce que quelqu'un qui est hors la loi, qui ne respecte la loi, il peut Absolument. faire? Non, il ne peut pas. Absolument. La chose devrait être dite devant le juge des prud'hommes. Non, attendez, on n'est pas là. Allez, on va dire on n'est pas là. Alors, en fait, j'ai compris que ça faisait un petit moment qu'il cherchait à me constituer un dossier. Et dans ce dossier, il a fait, mais c'est des témoignages tout à fait stupides, mais comme j'étais l'étranger, chaque point de témoignage était retenu contre moi, alors que contre lui, rien n'était retenu. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, si le président de la République, je parle bien du président de la République, si le président de la République ne respectait pas la loi, je dirais, toute la France va être mise sens dessus dessous si le président de la République ne respectait pas la loi. Et là, un petit président d'une association, un président à peine lettré, foule aux pieds les lois de la République et on ne dit rien. Alors il m'a préparé ce dossier en demandant le témoignage de la secrétaire. Comment la secrétaire que moi j'ai embauché, formé du jour au lendemain, elle va témoigner contre moi. Et il a fait témoigner contre moi mon collaborateur, la fameuse personne qui a participé au financement de l'organisme de formation ADC, mon ancien collaborateur. Et c'est un collaborateur que j'ai défendu pendant 20 ans. Je dirais, s'il a travaillé pendant 20 ans, il peut dire que c'est grâce à moi, parce qu'il est très très peu diplômé. Donc, et il était mon collaborateur, et comme on a travaillé ensemble pour un autre organisme, etc., donc on est resté là-dessus. Et donc, moi, je ne regrettais pas grand-chose. Mais j'étais surpris qu'il témoigne contre moi. Bon, mais on va devant les prud'hommes. Allez, on va devant les prud'hommes. On va devant les prud'hommes, mais comme le procureur de la République, il a rejeté ma requête d'intervention des autorités judiciaires, le Conseil des prud'hommes me l'a sorti sur toute la ligne où j'étais, selon les prud'hommes, j'étais en faute de bout en bout. Et sur toutes mes revendications, pratiquement, sur toutes mes revendications, j'ai été débouté. Mais quand le Conseil des prud'hommes a délivré son jugement, je me suis aperçu qu'un de leurs amis a participé, délibéré et jugé. Ce qui constitue une annulation immédiate du procès des prud'hommes. C'est-à-dire c'est une situation
dans laquelle, par exemple, ce conseiller prud'homal aurait dû être récusé, et comme on s'en était pas rendu compte, moi je ne l'ai su qu'à la fin, et donc le temps de faire les démarches, etc., finalement, le procureur général me dit, mais bon, il ne conteste pas le fait que c'est leur ami. C'est leur ami. Le conseiller prud'homal, c'est leur ami. Un conseiller prud'homal, c'est leur ami. Et je suppose qu'il a pesé lourdement dans la balance pour obtenir ce résultat. Et donc le procureur général, quand je l'ai saisi, il m'a dit, bon, vous auriez dû le dire plus tôt, maintenant c'est trop tard. Bon, bref, il n'a pas tenu compte. En fait, il n'a pas tenu compte de ma revendication. Et donc, on est resté là. Je ne sais pas aujourd'hui si ce conseil prud'homal continue toujours à juger ou pas. En tout cas, s'agissant de la justice, on va dire en dehors de la justice prud'homale, un autre juge, dans une autre affaire, il aurait été lourdement sanctionné. Je n'ai pas entendu dire que ce conseiller prud'homal a été sanctionné. En principe, on devrait faire attention à ce genre de choses quand même. Hein. En principe, ça peut provoquer. Je parle sans connaître les détails de la loi, mais ça peut provoquer l'annulation du jugement qui a été rendu. Mais absolument. Mais si tu veux, pour revenir à ça, comment cela a été possible? Mon avocate, j'ai pris une avocate locale à l'époque. Et mon avocate, ceci dit, indépendamment de tout, donc il y a un livre qui se prépare par rapport à ça, qui va sortir. Mon avocate, en réalité, ne m'a pas défendu du tout. Même l'avocat de la partie adverse s'est moqué d'elle, n'a même pas réagi. Et mon avocate, je veux dire, à aucun moment, moi je n'y ai pas fait attention par rapport à la participation de leur ami au jugement des prud'hommes. Mais mon avocate ne m'a jamais dit, voilà les personnes qui vont participer au jugement. Mais peut-être qu'elle ne savait pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle ne m'a pas défendu du tout. Et je le dis, j'aurai l'occasion de le redire dans un livre qui est en préparation. Très bien. En fait, je voulais juste rappeler quand même une petite précision, c'est-à-dire que les gens qui sont concernés par cette affaire peuvent bien sûr contester ce qu'on est en train de dire. C'est tout à fait leur droit. Comme c'est le droit de M. Bougra de l'expliquer et de défendre sa position, ils peuvent nous contacter s'ils veulent faire passer comment on appelle ça, un droit de réponse. Il n'y a aucun problème. Nous le passerons tout à fait normalement. Sinon, monsieur Bougra Hassan, c'est-à-dire à partir de là, les prud'hommes, il a donc autorisé ton licenciement, c'est ça? Oui, non seulement il a autorisé mon licenciement, on va voir, mais j'avais en même temps des revendications. Il m'a pratiquement rejeté toutes mes revendications, y compris la qualification de mon poste de travail. Alors, bref, je continue dans cette histoire. Vous allez voir que c'est abracadabrantesque, comme on dit. Cette histoire, donc, immédiatement après mon licenciement, quelques temps après, mon collaborateur qui a témoigné contre moi a été à son tour licencié. Parce que le président, je pense qu'il ne voulait pas garder sous ses yeux les visages de ceux qui ont réellement fondé l'organisme de formation, et donc il a licencié mon collaborateur. Pardon. À ce moment-là, mon collaborateur est revenu vers moi. Alors, on s'appelle par les prénoms, il me dit « Hassan, excuse-moi, je suis vraiment désolé, j'ai témoigné contre toi, mais on m'a obligé. » Et entre parenthèses, moi je lui ai dit, écoute, moi j'étais prêt à mourir pour toi. Et tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi, pour témoigner contre moi. Il m'a dit, oui, mais je sais, c'est pour cela que j'ai regret et remords à la fois. Et mon collaborateur a établi,
il y a un document que les témoins doivent établir, m'a établi un document de témoignage dans lequel il dit à peu près qu'il n'a absolument rien à me reprocher, qu'il est contraint de témoigner contre moi, et pire encore, pire pour mon adversaire, je dirais encore mieux pour lui, il m'a remis un courriel que lui a envoyé le président de l'association et qui lui dit à peu près ceci. Témoigne contre M. Bouguera, vite, envoie-moi le témoignage contre M. Bouguera et je vais régler ton affaire financière. Avec ce document-là, ce président de l'association aurait dû déjà être en prison. Car il a, par son action, altéré une décision de justice. C'est particulièrement grave. Absolument, et il faut la joindre au dossier en fait, et j'imagine que toi-même, c'est-à-dire pour toi c'est une preuve que les choses ne se sont pas passées normalement. Oui, absolument. Mais en même temps, c'est-à-dire que non seulement on va y revenir, parce que là, l'étape des prud'hommes s'est passée, donc on passe à la cour d'appel. Et donc, avant d'aller à la cour d'appel, j'ai déposé plainte contre le président de l'association pour extorsion de témoignage. Il a extorqué le témoignage de mon collaborateur. Et d'autant plus que là, clairement, il a acheté le témoignage de mon collaborateur comme il a acheté le témoignage de la secrétaire. Et donc, dans les deux cas, c'est particulièrement grave. Et il y a une plainte contre le président de l'association pour extorsion de témoignage. Donc, en droit, on dit usage d'un témoignage obtenu par des moyens illégitimes. Il y a une plainte par rapport à ça au niveau du procureur de la République. C'est une plainte qui va faire là maintenant 3 ans. Et le procureur de la République, je vais revenir là-dessus, jusqu'à aujourd'hui, je vais le relancer bientôt, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pris de décision. Il faut dire, à sa décharge, on avait un procureur qui n'a pas pris de décision par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en principe, il est obligé de prendre une décision, même une décision de classement sans suite, il est obligé de prendre une décision, il n'a pas pris la décision, il a été muté, et donc, il a laissé la patate chaude à son remplaçant qui ne veut pas prendre de décision. Et pourquoi ces gens, pourquoi c'est quand même assez lourd. Je comprends que à la base les gens ils te connaissent et ils voulaient se débarrasser de quelqu'un. J'ai cru comprendre pour se débarrasser de ceux qui ont été fondateurs, mais se débarrasser de toi parce que tu es un peu celui qui est différent, et la différence et la diversité des fois les sources de problèmes avec certaines personnes. Il y a les gens t'ont fait subir de la discrimination, mais pourquoi la plus grosse discrimination, elle va arriver. C'est-à-dire que je n'y suis pas encore. La grosse discrimination va arriver. L'incroyable va arriver. Donc jusque-là, mais ce président, comme ses 3 complices, c'est-à-dire que quand ils me voient, ils savent de toutes les façons, avec mon parcours universitaire, mes expériences, mais il est mort de jalousie. C'est-à-dire que c'est pour lui, mais comment celui-là, il a tant de diplômes alors que lui, il n'en a aucun. C'est là et même par rapport aux autres, parce que ils ont vu comment je négociais, parce que j'ai fait vite, par exemple pour dire que dans un petit village, on met les diplômes de Cambridge, on met le Conservatoire national des arts et métiers, on met le DAU. C'est pas venu comme ça. C'est du travail, ce sont des compétences derrière, ce sont des négociations qu'ils sont incapables de mener. D'ailleurs, bon, il a fallu que je parte immédiatement après pour que tout ceci s'écroule, dont notamment le fameux diplôme d'accès aux études universitaires. Et alors, j'arrive, donc, après les prud'hommes, on va devant la cour d'appel. Alors, mon collaborateur a été aussi devant la cour, devant le conseil des prud'hommes. Mon collaborateur a gagné à moitié. Ou il a perdu à moitié, comme on veut.
il a perdu sur toutes ses revendications, qualification du poste-travail, des heures supplémentaires qu'on réclamait, etc. Mais on a reconnu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, comme on dit dans le jargon juridique en matière de droit du travail. Et tous les deux, on a fait la démarche d'aller devant la cour d'appel. Mais moi en premier. On part devant la cour d'appel et je vais essayer de faire court là maintenant par rapport à la cour d'appel. On arrive devant la cour d'appel. J'ai changé d'avocat. J'ai pris un avocat qui a fait pour moi une plaidoirie magnifique devant la cour d'appel. Et résultat des courses, pratiquement la cour d'appel a atténué le motif de licenciement et pratiquement m'a distribué quelques milliers d'euros, vraiment du vrai mépris. En disant, voilà, c'est ça le droit. Bon, bref. Et mon collaborateur qui arrive derrière, la cour d'appel, la même présidente de la chambre, et mon collaborateur. Alors, tenez-vous bien, chers auditeurs, tiens-toi bien, Samir. Mon collaborateur a été classé au-dessus de moi par la cour d'appel. Notamment, si on regarde que la classification du poste de travail, j'étais le directeur, il était le collaborateur, mais la cour d'appel l'a classé à un niveau nettement supérieur au mien. Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'on pourrait classer un collaborateur, quel qu'il soit, au-dessus de son directeur? On a ce qu'on appelle la convention collective des organismes de formation, et c'est très clair. Je remplis, comme l'a démontré mon avocat amplement, toutes les conditions pour être au niveau que je revendiquais. Et ceci dit, même dans tu as dû le lire sur mon blog par rapport à l'article qui a été fait par rapport à la cour d'appel, dans le jugement de mon collaborateur, on parle de moi. Il ne s'agit pas d'une erreur. On parle de moi dans le jugement de mon collaborateur. On parle de moi comme étant le directeur de la structure et que lui, c'était mon collaborateur. Donc il n'y avait pas une erreur. C'est à la cour d'appel, on a pris cette décision-là. Et donc j'ai immédiatement après déposé une plainte auprès du Conseil supérieur de la magistrature contre cette magistrate de la cour d'appel, donc que je nomme pas, mais son nom est sur mon blog. Les auditeurs pourront le retrouver sans aucun problème. Mais moi, je la cite nommément et je dis que c'est une justice raciste, mais il n'y a absolument rien contre moi. Mais pourquoi elle ne fait rien contre moi? Parce que j'ai des preuves contre elle irréfutables. Il suffit de poser l'arrêt de la cour d'appel me concernant à côté de l'arrêt d'appel de la cour d'appel concernant mon collaborateur, et on voit clairement que la cour d'appel a pris des décisions qui sont en faveur de mon collaborateur et que rien ne permet de justifier une telle décision. Ça veut dire qu'il y a un droit pour un français et il y a un droit pour les autres. C'est particulièrement grave. En plus, c'est inacceptable de toute façon en France. C'est illégal de procéder comme ça. Tout ça est cadré justement par la loi, mais que les juges devraient aussi respecter, j'allais dire. Donc, si je comprends bien, j'essaie juste de résumer pour moi-même en fait et pour ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que tu as été devant la cour d'appel pour contester un jugement des prud'hommes. Ils ont rendu un jugement ou un arrêt. Et ton collègue, c'était toi son directeur, et puis et puis il a des qualifications qui ne sont pas tout à fait les tiennes. Toi, tu t'en as beaucoup. Non, il a, mais comme je le dis, c'est-à-dire que si sur mon blog, je le dis, je le rappelle, s'il a 1/10 de mes références, c'est déjà pas mal. D'accord. C'est déjà beaucoup. Et dans le texte ou dans le
le jugement rendu par la cour d'appel, on voit que toi-même on t'a classé, alors que tu as les diplômes et tout, on t'a classé à une catégorie pour te rembourser, enfin, ou t'indemniser en fait. Oui, on t'a classé à une catégorie toute petite. Alors que quelqu'un d'autre qui est face à la même situation, parce qu'il est français, c'est-à-dire qu'il porte il est d'origine française, il ne s'appelle pas Mohamed, donc on l'a classé nettement au-dessus de ton classement, et toi tu dis que tu as la preuve de ça en fait, parce que j'imagine que c'est facile à prouver. On a les deux arrêts, les met les deux textes l'un à côté de l'autre, et on demande à cette juge, on lui dit mais pourquoi vous avez fait cette discrimination en fait? On est en plein dans la discrimination, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Moi je l'affirme que c'est une décision discriminatoire à caractère raciste. Alors j'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'instance supérieure du contrôle de l'exercice de la magistrature. Donc c'est la déontologie, notamment des magistrats. Et le Conseil supérieur de la magistrature ne me dit pas, mais comment? Moi, je saisis le Conseil supérieur de la magistrature, je lui dis, voilà un magistrat raciste. Il aurait pu me dire, mais non, monsieur Bouguera, vous exagérez, ou quand même, il n'y a pas... Mais non, pas du tout. Ceci dit, je le répète encore une fois, aucune instance de la République française ne conteste mon accusation. Et le Conseil supérieur de la magistrature me dit tout simplement, monsieur Bouguera, je rejette votre requête parce que vous n'avez pas cité nommément le magistrat incriminé. Ce qui est faux. Moi, j'ai cité le magistrat. Je dirais que c'est la moindre des choses, c'est de le citer. C'est de dire que, par exemple, c'est le même magistrat, et même moi je l'ai cité, le même magistrat qui a rendu l'arrêt pour mon collaborateur et pour moi. C'est-à-dire c'est le même magistrat qui a signé les deux arrêts, c'est ça? Absolument, absolument. Et même au Conseil supérieur de la magistrature, je lui dis ça. Mais il m'envoie comme motif d'irrecevabilité, il me dit vous n'avez pas cité, ce qui n'est pas du tout vrai. Moi j'ai cité, mais au-delà de citer, est-ce que pour des décisions de justice, on a besoin de citer le nom du responsable de la décision? Non, le nom du responsable de la décision, il est sur la décision de justice. Il est, dans ce cas d'espèce, il est sur l'arrêt pris par la cour d'appel. Ils ont été chercher une petite astuce pour trouver un moyen de rendre une décision d'irrecevabilité sans aller au fond et ne pas avoir à te répondre sur le fond. C'est-à-dire que tu dis au Conseil de la magistrature, écoutez, un juge a rendu deux arrêts qui sont complètement différents, et donc ils ne se sont pas prononcés sur le fond, ils t'ont rejeté ça comme ça, et ils ont été chercher une astuce. Oui, mais même leur motif est un faux. J'ai cité la magistrate. Je l'ai cité. C'est un faux. Même le motif est faux. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi le Conseil de la magistrature eux-mêmes, on peut comprendre ils ferment les yeux quand il y a des situations de racisme, pour dire les choses un peu brutes. Mais oui, mais surtout une grave affaire de racisme. Par exemple, si j'avais eu affaire à, on va dire à un petit fonctionnaire, peut-être il l'aurait sanctionné, point final. Mais ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, cette magistrate qui était à la cour d'appel, elle est en même temps la présidente du syndicat de la magistrature. Je dis bien du syndicat. Tout à l'heure, je parlais du conseil, c'est différent. Et là, elle est présidente du syndicat de la magistrature. Et cette présidente du syndicat de la magistrature, elle a fait la une des journaux il y a de cela peut-être 5 ou 6 mois. Elle est à l'origine de ce qui a été rapporté par la presse, le mur des cons. C'est-à-dire au sein du local syndical, il y avait des gens, des hommes politiques, des journalistes, des avocats qu'ils considéraient comme des cons, et ils les épinglaient sur un mur. C'est dire un peu la mentalité de cette
magistrate. D'accord. Donc, toi, je résume encore, c'est-à-dire je comprends mieux. Tu as été devant le Conseil supérieur de la magistrature, tu leur as dit, voilà, j'ai des preuves, j'ai un problème de discrimination. C'est Madame Intel qui est juge à la cour d'appel Intel. Et il se trouve que c'est la présidente du syndicat de la magistrature qui est concernée par ton affaire, c'est ça? Oui, Et on oui, oui, comprend qu'ils ont tout à fermé fait. les yeux, il y a une sorte de collision comme ça entre les deux Ah oui, instances. mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne, présidente du syndicat de la magistrature, elle est plus puissante que la ministre de la Justice. C'est ça qu'il faudrait savoir. Et on ne va pas dire aujourd'hui, publiquement, comment la présidente du syndicat de la magistrature, elle prend des décisions racistes. Mais toute la République française aujourd'hui, elle fait tout ce qu'elle peut pour me faire taire. Et donc, même, par exemple, quand j'ai mis sur mon blog l'accusation contre cette personne, c'était dans l'espoir qu'elle puisse réagir. Mais elle ne le fait pas. Et elle ne le fera pas. Parce que qu'est-ce qu'elle va vouloir me dire? Qu'est-ce qu'elle va vouloir me dire devant un tribunal? Elle n'a rien à dire. Moi, j'aurais à dire. Moi, je lui dis, Madame, vous avez pris à mon égard une décision raciste. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment un magistrat de la République française, comment a-t-elle pu prendre cette décision? De deux choses l'une. Ou on lui a donné des instructions pour me liquider, ou bien elle l'a fait d'elle-même. Et ça, par rapport à ça, on n'a pas d'explication. Mais pour revenir un peu au Conseil supérieur de la magistrature, ces décisions sont susceptibles d'être interjetées par la ministre de la Justice, Madame Christiane Taubira, qui a été récemment, comme tu l'as suivi, récemment victime d'actes racistes. Et on a vu que toute la presse, les hommes politiques, les syndicats, etc., se sont élevés contre ça. Mais il faut savoir que Madame Taubira, elle est la première personne que je cite ici, je lui ai demandé de faire appel de la décision du Conseil supérieur de la magistrature, et Madame Taubira ne m'a même pas répondu. Autrement dit, C'est quand même bizarre ce type de dysfonctionnement. Hein. Mais absolument. Mais moi, j'ai interpellé toutes les institutions de la République. J'ai interpellé le président de la République française. Et je lui redemande aujourd'hui, en espérant qu'il puisse avoir mon message, Monsieur le Président de la République, intervenez. Là, parce qu'aujourd'hui, c'est la République française qui est malmenée, la République française qui est salie, c'est la République française qui est brisée. Ce n'est pas... certes, moi j'ai perdu dans cette affaire, mais c'est la République qui va perdre encore davantage. Tout à fait, tout à fait. J'ai saisi le défenseur des droits. C'est pour dire que j'ai saisi tout le monde. J'ai saisi le défenseur des droits. J'ai la dernière lettre du défenseur des droits. Il me dit dans sa lettre, quand je lui ai fait part, notamment de ma plainte pour usage d'un témoignage obtenu par des moyens illégitimes, l'extorsion de témoignages, le défenseur des droits, M. Dominique Baudis, m'a fait une lettre, elle est sur mon blog. Il me dit, oui, M. Bouguera, on va ouvrir votre dossier. Envoyez vos papiers, etc. Et j'ai envoyé mes papiers, j'ai envoyé, il ne me répond même pas. Voilà le rôle du défenseur des droits. J'ai saisi le Premier ministre, combien de fois? Aucune réponse. Le président de la République, aujourd'hui, il faut que tu saches, il faut que les auditeurs sachent qu'aujourd'hui, par exemple, le palais de l'Élysée bloque mon adresse IP pour que je ne puisse rien envoyer. Bon, si j'avais tort, parce que je fais beaucoup de bruit, sur mon blog, sur mon groupe de soutien, sur Twitter, partout, je fais du bruit. Si j'étais en tort, il m'aurait déjà emprisonné. Mais je ne suis pas en tort. Je défends mes droits et je les défendrai jusqu'au bout. Absolument, absolument. Moi, je trouve ça tout à fait normal de se défendre, notamment quand on a tous les moyens de démontrer
ce qu'on dit ou quand on dénonce une situation et qu'on a les preuves de ce qu'on dit. Ouais, j'allais te poser la question en fait, c'est-à-dire qu'on fait tous ceux à qui tu t'es adressé. Je pense notamment aussi aux associations qui, il y en a, je pense en France, il y en a quand même un bon paquet qui sont sur la Oui. problématique Mais encore une fois, des comme il discriminations. s'agit, oui, mais encore une fois, comme il s'agit d'un magistrat de très haut niveau, mais personne ne veut soutenir l'idée qu'un magistrat de ce niveau-là soit raciste. Alors peut-être qu'elle ne l'est pas, mais peut-être qu'elle a reçu des instructions pour le faire, mais qu'elle le dise. Ils peuvent aussi corriger l'erreur, c'est-à-dire, par exemple, tu le disais tout à l'heure, la ministre, elle a, par le droit, la possibilité de contester cet arrêt-là et de dire, mais non, il y a eu erreur, Non, c'est on pas par n'a rapport à pas c'est bien... par rapport à la décision du Conseil supérieur de la magistrature. La ministre de la Justice a le droit, la loi lui donne le droit de faire appel et de leur demander expliquez-nous. Vous dites monsieur Bouguera n'a pas cité. Si, monsieur Bouguera a cité. Mais au-delà, ne soyons pas ridicules. Comment moi j'accuse de racisme, vous me dites mais vous n'avez pas cité le magistrat. C'est-à-dire qu'on laisse de côté aucune institution de la République française, aucune institution, ministre compris, président de la République compris, ne conteste mon accusation. Personne ne m'a dit, monsieur Bouguera, mais quand même, vous accusez, c'est une accusation grave. Oui, je porte une accusation grave, elle est soutenue par des preuves irréfutables, et je demande tout simplement réparation. Mon collaborateur a été indemnisé, allez, on va dire avec les charges, il a eu comme indemnité à peu près 200 000 euros. Moi, j'ai eu quelques broutilles, c'est-à-dire c'est même méprisant. C'est méprisant à mon égard. Alors que je demande que, de bout en bout, je suis victime de l'injustice, je suis victime de pratiques que la loi de la République condamne. Est-ce qu'il y a des médias qui en ont parlé? Est-ce que tu t'es adressé aux médias? Je crois savoir, juste comme ça, par observation, que l'administration française, quand elle est confrontée à des problèmes avec les usagers, ils sont, j'allais dire, excuse-moi le terme, ils s'en foutent. Quand c'est quelqu'un qui n'a ni les moyens de se défendre, ni les moyens d'exprimer ses problèmes, etc. Par contre, quand quelqu'un il arrive à bien se défendre, et notamment quand ça passe dans un journal, dès qu'il y a un journal qui parle de quelque chose, là tu les vois dans l'administration qui s'affolent et tout, et ils veulent pas que ça porte atteinte à leur image. Est-ce que des médias, tu t'es adressé à eux? Est-ce qu'il y a des médias Oui. qui ont fait quelque chose? Non, aucun média ne veut. Il y a quelques médias importants qui m'ont dit c'est une affaire trop grosse pour nous. C'est une affaire trop grosse pour nous, m'ont-ils dit. Et aujourd'hui, c'est-à-dire pour revenir un peu, pour rebondir sur quelque chose que tu venais de dire, moi je suis sûr que par exemple, le procureur de la République, il ne l'a pas dit bien entendu, les représentants des services de l'État, le préfet notamment, il doit m'en vouloir, il doit se dire mais pourquoi il en parle tant? Parce que j'ai écrit partout, je n'arrête pas d'écrire, etc. Je suis sûr, ils doivent me reprocher ma conduite au lieu de reprocher aux 4 personnes qui sont à l'origine de ce désastre judiciaire d'avoir enfreint les lois de la République. Ben ouais, c'est scandaleux quand même. C'est scandaleux que ça se passe comme ça. Des fois, quand on ferme les yeux sur une injustice comme ça, spécialement quand là on le voit, c'est-à-dire pour moi c'est très instructif. Ça concerne un magistrat et on voit bien que les médias ils ne veulent pas toucher Oui, à voilà. cette affaire, Donc, etc. C'est quand c'est même un grave pour magistrat, la France. c'est un magistrat qui est quand même, c'est le syndicat de la magistrature, c'est-à-dire c'est un magistrat qui est en même temps président du syndicat de la magistrature. Il faut savoir qu'elle représente à peu près le tiers des magistrats. Un magistrat comme ça, on peut pas le toucher. Bon, et en plus, elle a en face d'elle un petit citoyen de 3 fois rien, donc je ne représente pas grand-chose. Donc aujourd'hui, on essaye de tout faire pour que je sois réduit au silence. Alors, les médias français, c'est ça.
Alors on a évoqué, parce que on n'a pas tout dit par rapport à cette affaire, on a évoqué une fois devant la presse locale, on a évoqué la situation de mon ancien organisme de formation, ADC. Et le journaliste local a plus donné la parole à mon adversaire qu'à moi, lui permettant de dire des choses fausses. J'ai demandé un droit de réponse au journal local, qui, pour ne pas le nommer, c'est la Dépêche du Midi. Et il a fallu que j'aille devant le médiateur de la Dépêche pour qu'il m'autorise à publier 3 lignes de droit de réponse. Vous vous rendez compte? 3 lignes de droit de réponse. Au lieu de me dire, oui, monsieur, vous estimez que c'est faux, vous avez le droit de le dire, il me donne 3 lignes. Et même 3 lignes, le journaliste n'a pas voulu les faire passer. Et ces 3 lignes ne sont pas passées. Je ne parle pas du reste. Alors maintenant, ici ou là, on parle des fois la Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme, le MRAP, la LICRA. Mais je dirais que toutes ces structures qui se qualifient d'antiracistes, elles n'ont absolument rien d'antiraciste. Je le leur dis régulièrement. Elles n'ont rien d'antiraciste. Elles n'oseront jamais, d'ailleurs de toutes les façons, elles sont financées par l'État. Et elles ne feront rien contre l'État. Et donc, si elles disent un mot contre cette magistrate, ça veut dire qu'ils pourraient perdre la subvention qu'elle touche actuellement. J'ai tout fait, absolument tout fait. Et pour peut-être, on va essayer d'aller peut-être assez rapidement ici vers la fin. On va essayer de résumer pour la fin, ouais. Alors, je suis allé devant la Cour de cassation. Et devant la Cour de cassation, donc aussi, il faut savoir que l'avocat de la Cour de cassation est différent des autres avocats. J'ai pris un avocat devant la Cour de cassation, et finalement, la Cour de cassation a rejeté mon pourvoi. Pourquoi elle a rejeté mon pourvoi? Parce que mon avocate devant la Cour de cassation n'a pas remis le moyen et les justificatifs nécessaires pour casser le jugement. Et mon avocate ne s'explique pas du tout. Alors, mais je suppose qu'il y a une raison pourquoi elle ne l'a pas fait. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Alors aujourd'hui, j'ai engagé une procédure contre mon avocate de Paris. Il y a une procédure, elle est compliquée, elle est longue, et vous imaginez bien que tout le monde essaye de faire de telle sorte que je n'ai pas raison. Mais même mon avocate a commis une faute très grave, parce que, contrairement à ce qu'elle m'a écrit, en me disant, Monsieur Bouguera, oui, j'utiliserai ces documents au mieux de vos intérêts, elle ne l'a pas fait du tout. Alors j'en ai discuté avec d'autres avocats. Comment certains m'ont dit, oh, c'est peut-être tout simplement, elle a oublié, elle a fait une affaire elle a oublié. Mais il suffit qu'elle le reconnaisse. Elle le reconnaisse et les assurances vont jouer là-dessus. Mais non, elle n'a absolument rien dit, et donc c'est pour cela que j'ai engagé une procédure contre elle. Tout ceci pour dire que c'était, on va dire, une affaire simple. Probablement, j'aurais trouvé une issue favorable depuis bien longtemps. Mais s'agissant de la justice, et moi je dis et je répète, que la justice a pris à mon égard une décision discriminatoire à caractère raciste, et voici les preuves. Comme j'ai eu l'occasion de le dire devant une cour, voici la preuve, vous avez la preuve. Dites ce que vous voulez, expliquez comme vous voulez. Si ce n'est pas raciste, alors c'est quoi? Mais si ce n'est pas raciste, ça veut dire que le droit ne m'a pas été bien appliqué. Or, la Cour de cassation, elle dit que le droit a été bien appliqué. Donc, quelle est la raison? Absolument. Non, en fait, finalement, c'est un cas à dénoncer, à mon avis. On voit que l'administration, tous les rouages de la justice, etc., ils fonctionnent d'une manière pas normale quand il s'agit d'un cas comme ça de discrimination raciale. Autrement dit, avec des mots un peu terre à terre, quand il s'agit de quelqu'un qu'on considère comme étranger ou qu'on considère comme trop différent, on est capable de fauter, de faire des choses, y compris interdites par la loi. Ça les gêne pas trop, ça passe, les gens ils se soutiennent entre eux, les médias ne veulent pas en parler.
c'est quand même scandaleux. C'est peut-être, moi, je voulais juste un tout petit mot pour dire, est-ce que, parce que c'est quand même une affaire assez grave, est-ce que tu penses que toi-même, d'après ton expérience, est-ce que tu vas finir par dire, Bli, la justice en France, elle fait le deux poids deux mesures. Quand on s'appelle Mohamed, elle nous gifle. Quand on s'appelle Jean-Pierre, elle est plus indulgente. Est-ce que tu... Absolument, absolument. Dans mon affaire, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est que il y a des règles de droit, mais qui ne s'appliquent pas à tout le monde. Alors que on dit la République française, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la justice, c'est le pays de... Il n'en est rien. Dans les situations délicates, il n'en est absolument rien. Il n'en est rien. Il n'y a rien de tout ça. Ce sont tout simplement des discours. Alors, mais je n'ai pas tout dit dans cette situation-là. C'est qu'à l'origine de mon problème, il y avait un militant du Parti socialiste et un militant de l'UMP. C'est-à-dire que les deux, ils se sont entendus. C'est-à-dire c'est la droite et la gauche. La droite et la gauche se sont entendus pour éjecter un arabe. C'est ça, leur but c'était ça. C'est éjecter un arabe. Et par rapport aux militants socialistes, moi je me suis adressé à toutes les instances du Parti socialiste, de la base jusqu'au sommet. Personne n'a dit, bon, par exemple, je ne sais pas, dans une situation normale, un militant du Parti socialiste, ou même peut-être, bon, je ne l'ai pas fait par rapport à l'UMP, par rapport aux socialistes, pour lequel j'ai voté pour M. Hollande, moi. Et il n'y a pas un dirigeant du Parti socialiste, quel que soit son niveau, qui est condamné la participation d'un militant du Parti socialiste à cet acte horrible et odieux. Pas un. J'ai saisi, bien sûr, les responsables locaux. J'ai saisi Mme Ségolène Royal, j'ai saisi Mme Aubry, j'ai saisi l'actuel secrétaire national du Parti socialiste, Harlem Désir, mais j'ai saisi tout le monde, je n'ai pas arrêté. Très bien, très bien, très bien. J'espère que tu finiras par avoir tes droits, par avoir une reconnaissance, au moins, je veux dire, sur le principe, parce que ce n'est pas normal ce que tu es en train de décrire comme situation. En fait, juste parce que finalement, on doit aussi finir, en fait, parce que sinon, ça fait un peu gros fichier. Juste que je rappelle à nos auditeurs qui peuvent te contacter, Hassan Rabah Bouguera, ils peuvent te chercher sur Google, ils peuvent trouver ton blog, ta page Facebook, ils peuvent rentrer en contact avec toi pour avoir de plus en plus d'informations. Mais je voulais te dire, est-ce que toi, tu as un message en fait à faire passer, d'abord à ceux, j'allais dire aux autorités concernées par ta plainte et ta situation, et ensuite un petit message vite fait aux gens qui te soutiennent, ou bien comment les gens peuvent te soutenir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, ce qu'ils peuvent faire, c'est très simple, c'est sur mon blog, sur ma page Facebook, sur le groupe, il faut diffuser mes liens. Il faut les diffuser partout, là où vous pouvez changer les choses. Là où vous pouvez mettre mes liens, l'information va circuler, elle va circuler davantage, et je dirais à un moment ou à un autre, les autorités de la République française seront dans l'obligation d'intervenir. Ça ne peut pas demeurer ainsi, je dirais, dans l'impunité. Et de toutes les façons, avec ce que j'ai perdu, il n'est pas question pour moi d'abandonner le combat. Et comme je le disais la précédente fois, heureusement, je suis universitaire, je suis écrivain, j'ai œuvré pour la République française, je lui ai énormément donné. Et finalement, on m'abandonne à la merci d'hors-la-loi. Alors, s'il vous plaît, chers auditeurs, n'hésitez pas, intégrez mon groupe de soutien et surtout, copiez et collez mes liens partout. Essayez, si vous avez la possibilité d'en parler, si vous connaissez des journalistes en France ou en Algérie, parlez-leur de ma situation. Dites-leur que j'ai besoin d'eux
parce que de mon côté, même si je lançais des appels à la presse algérienne, j'ai pas l'impression qu'une situation comme la mienne les intéresse tant. J'espère que ça changera, que ça évoluera. Il faut essayer d'en parler un maximum. Moi aussi, j'invite tous les auditeurs, ceux qui verront cette vidéo, ils peuvent partager sur Internet, envoyer ça aux journalistes. On a affaire à un cas de discrimination et il y a une sorte de machination. Les gens, ils sont couchez-vous, ils ne veulent pas en parler parce qu'il s'agit d'un arabe en France. C'est triste. Ce n'est pas tout le monde qui est comme ça en France, je pense. Moi-même, je vis ici en France depuis une quinzaine d'années. Je sais qu'il y a des gens qui sont tout à fait bien, mais il y a des gens aussi qui sont comme ça dans cette logique de haine, de raciale et tout. Ça existe. On a affaire à Tonka qui nous l'explique très très bien et qui nous explique encore comme quoi ça peut être plus grave encore, puisque c'est carrément l'administration et les rouages de l'État et de la justice qui sont dans la même logique comme ça, de haine, de rejet de l'autre, et ce n'est pas normal, spécialement en France, c'est scandaleux, parce que c'est le pays, en principe, de l'égalité de tout le monde devant le droit. Donc voilà. Merci beaucoup. Je tiens juste un dernier mot, il faut que je le dise. Moi, je dis, j'affirme tout le temps, après vous avoir raconté tout ce qui m'arrive, et je n'ai pas à tout raconter, hein, il reste encore plein de choses à raconter, les anomalies que l'on peut égrener à longueur de ce dossier. La France n'est pas un pays raciste. Je le dis, je le répète, la France n'est pas un pays raciste. Mais le peu de racistes qu'il y a, ils font autant de dégâts que des millions de personnes. Les racistes, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en ai pas. Heureusement, j'en ai jamais croisé, mais j'en ai croisé une petite poignée, ils sont 4. Et vous venez de prendre connaissance des dégâts qu'ils sont capables de causer. Merci beaucoup, merci de votre soutien, et puis je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Hassan. Merci d'avoir répondu, d'avoir participé à cette émission où on a parlé de ton cas personnel. Merci aussi d'avoir participé à l'émission précédente. J'invite les auditeurs à l'écouter. Elle est disponible sur le site alhuria.com. Pardon. Donc ils peuvent aller écouter l'émission précédente qui était dédiée au diplôme d'accès aux études universitaires, un sujet très intéressant. Peut-être qu'on aura une prochaine occasion d'en reparler avec Monsieur Bouguera. Donc voilà, je vous dis merci, chers auditeurs. C'est la fin de notre émission. Encore merci à Hassan. À très bientôt, Inch'Allah. Bon courage tout le monde et à bientôt.